théâtre, l'écriture n'est pas en danger du tout, les auteurs sont là. Il y a une diversification effectivement du théâtre aujourd'hui de plus en plus qui est contaminée par la danse, par le cirque, par les technologies nouvelles. Ok, c'est bien, je veux dire, moi je suis favorable à ces contaminations, mais il n'empêche que l'essentiel des spectacles que je vois et que je vois sont centrés sur des textes. Alors tantôt le texte est vraiment au centre, est la partie primordiale, et il y a une équipe qui investit ce texte pour l'apporter à la scène. Tantôt ce texte n'est que prétexte, je dirais, bon d'accord, ça s'assume, ou que matériau à monter, mais le texte a toujours été, et pour moi restera, un des éléments fondamentaux du théâtre. D'ailleurs, si le texte était en perdition, il n'y aurait pas autant de publications qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas autant de gens qui commenceraient à écrire du théâtre ou qui continueraient à écrire du théâtre. On sait très bien que dans ce domaine, il y a une espèce d'offre et de demande, et que, je dirais, croissante au niveau de l'offre, pas forcément croissante avec la même intensité au niveau de la demande, si j'ose dire. Ce qu'il faut savoir, enfin, ce que moi je mets en évidence, c'est que le texte de théâtre, aujourd'hui, est souvent conçu, et en tout cas pour le jeune public, est souvent conçu en rapport direct avec la compagnie qui va le monter. Mais c'est pas nouveau. Au début, si je prends le cas de la Belgique par exemple, au début, eh bien, les compagnies travaillaient en improvisation, en création sur le terrain de plateau. Alors aujourd'hui, on dit, oui, mais le théâtre se fait sur le plateau. Bah oui, avant aussi, c'est fait sur le plateau. Aujourd'hui, disons, ce qui se passe, c'est une espèce de chronologie comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, les compagnies improvisaient, rassemblaient des éléments, les figeaient, et on disait à quelqu'un de l'équipe, ah ben toi, prends note, c'était parfois la secrétaire d'ailleurs de l'équipe, prends note, et puis ainsi on aura une mémoire de ce qu'on fait, on pourra demain repartir de ce que tu as fait. Puis on a vu apparaître dans l'équipe quelqu'un qui disait, ben, moi je veux bien rédiger, je vais vous écouter, je veux bien rédiger. Et puis, nouvelle progression, on s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait engager quelqu'un comme ça, un auteur par exemple, ou quelqu'un qui a une belle plume, pas forcément un auteur dramatique, mais engager quelqu'un qui serait l'auteur qui va nous suivre et qui va à la fin nous donner un titre. Puis, on a eu le phénomène de la résidence, on engage un auteur extérieur mais résident. Puis le phénomène de la commande d'un nouveau texte ou surtout commande d'adaptation. Donc on voit qu'il y a des progressions de ça. Et puis on en arrive effectivement à, je recherche un texte, je vais voir ce qui existe déjà, je vais surtout rencontrer des auteurs, et une fois que j'aurai trouvé un auteur qui m'intéresse, je vais lui commander un texte ou je vais lui demander de nous écrire un texte avec 2 femmes, un homme et ainsi de suite. Et le répertoire là-dedans, eh bien en jeune public en tout cas, le répertoire, il est encore très très mince. Il y a 10 ans, je vous aurais dit, il n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le répertoire? Ce sont des pièces qui ont acquis un statut pour toute une série de raisons qui les amènent à être recréées, à être identifiées comme faisant partie à la fois de l'histoire, mais aussi du présent du théâtre jeune public. Eh bien, pour une raison très très simple, ce répertoire n'a pas existé pendant 40 ans, je pense. La raison très simple, c'est qu'il y avait une recherche absolue de la nouveauté, de l'inédit. On nous téléphonait, nous, auteurs, on veut avoir un texte de théâtre, mais surtout, s'il a eu une lecture publique, ça ne nous intéresse plus. Ça, c'était valable pour tout le théâtre, et en jeune public en particulier. Donc on peut aujourd'hui citer une vingtaine de pièces qui ont été créées et recréées, mais globalement, ce répertoire commence seulement à se mettre en place. Disons que je suis un éditeur qui s'est intéressé à la francophonie comme M. Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire que je n'ai jamais rêvé d'abord d'être éditeur de théâtre, mais de publier des gens francophones.
Alors, on est venu en fait l'association Théâtre Éducation que je dirigeais, qui allait voir ce qui se montait dans les groupes scolaires ou pas scolaires d'ailleurs, et qui disait mais pourquoi vous montez Molière, Shakespeare, Tardieu, au mieux, Anouilh un peu, pourquoi pas des textes écrits par des gens d'aujourd'hui qui parlent du monde d'aujourd'hui à des jeunes d'aujourd'hui. Et ils me disaient ouais, donnez-nous ça parce que nous on n'a pas ça. Et donc on a lancé un appel en Belgique où on disait qu'il n'y avait pratiquement pas d'auteurs contemporains. Et on a constaté qu'on recevait 97 textes en 3 mois de 93 auteurs inconnus au bataillon. Et donc je passe ces détails, mais mon but a été de publier 2 auteurs belges par an qui n'étaient pas très connus. Et par les hasards, qui sera un peu long à raconter, mon premier auteur que j'ai publié, il s'appelait Sonny Laboutanzi, il n'était pas du tout belge et il était nobelisable, on parlait de lui pour le prix Nobel. Et lui, il m'a fait comprendre 2 choses. Un, que ce qui l'intéressait, c'est que je sois éditeur, pas imprimeur, donc que j'intervienne dans l'écriture, que je le pousse dans ses retranchements et tout ça. Et 2, que je n'y connaissais rien, parce que le problème que je croyais belgo-belge, il existait pratiquement partout, même en France. Donc, effectivement, au départ, j'ai commencé à publier des Africains, puis des Québécois, puis un Chinois qui a eu le prix Nobel en 2000. Voilà, et donc, oui, c'était le hasard comme ça. Et puis finalement, comme je ne voulais pas être taxé de raciste, j'ai quand même publié des Français aussi. Et aujourd'hui, ce sont quand même les Français qui sont les plus nombreux dans mon catalogue. Mais il est vrai que j'ai des auteurs de 58 nationalités, je pense. Qu'on ne s'y trompe pas, je n'ai pas un planisphère au-dessus de mon lit ou avec des punaises en disant « il faut que j'en ajoute un de ce pays ». Moi, je publie des paroles d'hommes et de femmes qui me touchent, qui touchent mon équipe et avec lesquelles on a envie de faire un bout de chemin. Et je dis bien d'hommes et de femmes parce que je n'ai jamais fait de différence là-dedans. Et il se fait que j'ai pratiquement autant de femmes que d'hommes dans mon catalogue, mais sans jamais avoir voulu équilibrer les choses. C'est parce que je pense que les femmes ont autant de talent que les hommes que l'équilibre se fait tout naturellement chez moi. Notre ligne éditoriale, c'est que nous n'en avons pas. On nous a beaucoup reproché ça, mais je pourrais quand même. Après une centaine de bouquins, il y a une étudiante qui a fait une étude sur ses premières publications. Et elle est arrivée à la conclusion que nous avions tendance à publier des textes qui mettent en scène des paumés pathétiques. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais elle m'a dit oui, parce que les héros de vos textes sont souvent quand même des gens qui ont perdu leur marque, qui ne s'y retrouvent pas dans notre société, qui sont quand même dans les gens d'en bas, diraient certains. Bon. Mais en même temps, au lieu de se suicider, ils arrivent encore à trouver du goût à la vie. Ils arrivent à transcender ça. Et donc, ils sont pathétiques parce qu'ils sont touchants. Voilà. Je pense qu'elle avait raison. Et je pense qu'on n'a jamais quitté cette voie. Donc moi, ce qui m'intéresse quand même si j'aime le théâtre poétique, même si j'aime l'humour, j'aime le théâtre poétique quand ça porte quelque chose. Quand ça véhicule en sous-jacent un certain nombre de regards poétiques, entre guillemets, sur la société, sur les dysfonctionnements du monde d'aujourd'hui, pour être quelque part l'antidote du journalisme. Pour moi, un auteur qui vient et qui fait du journalisme ne m'intéresse pas trop, même si le théâtre documentaire aujourd'hui prend de la place et tout dépend de la manière dont se traiter, mais je suis moins catégorique aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir la vie d'un poète, c'est-à-dire quelqu'un qui a des tripes, qui a une âme, qui a des émotions, et qui, à travers à la fois l'humour, l'émotion, l'emblématique, des personnages forts, nous amène à nous-mêmes nous investir dans cette émotion en disant, ben non, on ne peut plus vivre comme ça. Il y a un texte que j'ai publié de Carole Fréchette qui se termine comme ça, c'est un grand cri, on ne peut plus vivre comme ça. Et je pense que nous avons beaucoup de textes qui disent, on ne peut plus vivre comme ça. Moi, je me préoccupe très peu de la régie et de la mise en scène potentielle. Au contraire, je demande à mes auteurs de supprimer, si possible, les didascalies
qui sont des didascalies qui relèvent soit de la mise en scène en cours, soit de la mise en scène dans leur tête. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'on dise souriant ou voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de livrer un texte qui s'adresse prioritairement au lecteur. Donc, moi, je parle au lecteur. Je suis un éditeur, je parle à mon lecteur. Je parle éventuellement, en plus, à des comédiens, des metteurs en scène, à des créateurs potentiels ailleurs. Je ne parle pas au metteur en scène qui est en cours s'il y a création en même temps que je publie. Il fait son job et il n'a pas besoin de moi, il n'a besoin de rien. Donc, c'est un gros travail qu'on fait à ce niveau-là avec les auteurs pour dire qu'est-ce qu'on livre au public, qu'est-ce qu'on met en livre. Comme on met en scène, on met en livre. Et nous avons de grosses discussions sur la langue, sur les langues utilisées, sur est-ce que l'oralité, par exemple, est-ce que c'est bien le rôle de l'auteur d'oraliser son texte? Est-ce que si le personnage est par exemple, un personnage étranger, est-ce qu'il faut vraiment donner des petits indices dans la manière d'écrire les choses pour montrer qu'il est étranger? Est-ce que ce n'est pas la vraie langue qu'il utilise qui va montrer le vocabulaire qu'il utilise qu'il est étranger? Est-ce que si c'est quelqu'un d'un milieu populaire, est-ce qu'il faut vraiment supprimer systématiquement le nœud de la négation? Parce qu'on va le supprimer si c'est un enfant, si c'est un ado, si c'est quelqu'un d'un milieu populaire, si c'est un étranger, si c'est quelqu'un de peu de culture. Enfin bon, c'est un signe, supprimer le nœud de la négation qui couvre 36 sens. Alors quel sens ça a s'il a tous les sens? Les Québécois, par exemple, me disent parfois, si tu trouves un nœud de la négation, tu l'enlèves. Hein. J'ai pas voulu mettre. Je dis pourquoi? Parce que je suis un auteur québécois et que les auteurs québécois, ils écrivent comme ça. C'est un peu court, jeune homme. Hein? Bon, voilà. Donc, je travaille beaucoup, je réfléchis. Après, c'est pas de la dictature non plus. Après, on arrive à des solutions de compromis, mais souvent, les auteurs, voilà. Et là, on vient d'arriver au bout de la chaîne. C'est-à-dire que je me rends compte que je publie aussi, puisqu'on est dans une vague imposante là-dessus, du théâtre narratif, c'est-à-dire du théâtre où on raconte et on joue. On raconte, on joue, il y a des dialogues et tout ça, mais il y a un fil conducteur qui est un narrateur, qui est un des personnages qui raconte, qui peut être un personnage qui raconte et qui joue en même temps. Hein. Et on se dit, mais dans le fond, là, on n'est pas très loin du roman, on n'est pas très loin du récit. Mais comme on va accoler théâtre sur la couverture, nous proposerons ce texte à lire en collège ou en lycée ou à l'école primaire, que ceux qui proposent du théâtre. Et nous, on se dit, c'est quand même dommage que ces textes-là, ces auteurs-là ne soient pas valorisés en tant qu'auteurs de littérature. Et donc, on vient de lancer, c'est tout nouveau, une collection qui s'appelle Lancement de poche, où en accord, il n'y a jamais, on ne force pas l'auteur, en accord avec l'auteur, on arrange le texte pour vraiment avoir le récit et puis les dialogues décalés. Il n'y a plus une seule didascalie. Si les didascalies sont nécessaires, elles sont intégrées intelligemment avec l'auteur dans le récit. Et donc, ce livre, il y a juste la fiche de création, parce que ça correspond, en tout cas les deux qu'on a fait, à une création, mais où l'auteur était tout à fait d'accord de se distancier de cette création, même si par ailleurs il en est le metteur en scène ou l'acteur d'ailleurs pour